Bonjour, je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Vivant, ce sont des conversations ordinaires mais édifiantes, inspirantes voire rassurantes autour des thèmes du deuil, avec des personnes qui ont accepté de partager leur expérience, mais également avec des professionnels qui accompagnent au quotidien des familles endeuillées. Je souhaite, avec ce podcast, apporter un éclairage nouveau sur une des périodes les plus difficiles d'une vie, pour vous permettre de mieux comprendre ces moments, afin de mieux les vivre. Dans cet épisode, je vous propose de faire la connaissance de Sandra Roland. Sandra raconte son histoire avec sincérité et transparence, les différentes étapes qui ont suivi la mort de son père et son parcours de deuil qui l'ont conduit à prendre une décision qui allait changer sa vie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Sandra Roland. Bien, bonjour Sandra, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va, je te vois avec un super cadre, donc... Oui, alors pour ceux qui nous écoutent, du coup, c'est pas très, qui peuvent pas profiter. Je me suis installé dans un parc parce qu'avec Sandra, on a une passion commune, en tout cas un amour profond pour la nature et l'environnement. Et du coup, je cherchais un cadre calme en fait. On est au mois d'août, au moment où on enregistre cet épisode, et donc il fait très 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 chaud. Et au mois d'août, moi, j'adore être sous les arbres. On est au calme, on est bien. Donc voilà, pour resituer un petit peu, pour permettre aux gens qui nous écoutent de visualiser ce qui se passe. Je suis très content, Sandra, de t'avoir sur le podcast. On a déjà pu échanger ensemble suite à différents échanges sur LinkedIn notamment, au moment où j'ai lancé mon projet Tranquillité.fr. Et c'est vrai que le contact était bon, oui, on s'est tout de suite bien entendu assez naturellement, aussi. Ouais, donc c'est vrai que on a pu échanger de ton parcours personnel, c'est pour ça que quand j'ai eu l'idée du podcast, je te l'ai proposé et je te remercie vraiment d'avoir accepté parce que c'est pas un exercice facile. On va parler d'événements d'un événement qui est très très personnel pour toi et vraiment je te remercie de ta confiance. C'est vraiment hyper gentil de ta part. Bon, tant mieux. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Sandra, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Sandra, j'ai 37 ans, je suis mariée, 2 enfants. C'est toujours la question délicate, jusqu'où on va dans la description. Tu dis ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vais en dire pas mal après, au fur et à mesure de la discussion, à mon avis. On va parler de cette expérience de deuil que tu as vécue. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Est-ce que tu peux nous la raconter ? Donc déjà, ça concerne mon père en l'occurrence. Ça faisait plusieurs années, en fait, depuis toute petite, je me suis toujours attendue à ce qu'un jour on m'apprenne sa mort parce que il a bien vécu, pas au niveau des années, mais plutôt au niveau de il a fait du sport, il s'est drogué, son corps en fait a subi les conséquences de sa vie, mais c'était son choix en fait de profiter de la vie, quoi, en gros. Et à chaque fois que je le voyais, donc comme il était anglais, on se voyait rarement. Et à chaque fois que je le voyais, que je partais, en fait, j'avais toujours l'impression que c'était la dernière fois et j'avais toujours un pincement au cœur. Et puis un jour, en fait, décembre 2017, on a passé les vacances au Futuroscope avec mes frères et sœurs, donc tous ensemble. Et pour la première fois, on savait quand est-ce qu'on était censé se revoir, parce que des fois, ça nous arrivait de pas nous voir pendant 6 mois, 1 an. En général, c'était anniversaire ou mariage ou naissance qui créait l'occasion, en fait. Et puis je lui dis au revoir, mais très brièvement quand il est reparti après le Futuroscope, quelques jours après Noël. Et puis il devait revenir quelques jours début janvier pour passer par chez moi en allant rejoindre ma sœur, une de mes sœurs pour son anniversaire, puisqu'il avait décidé qu'en 2018 en fait il viendrait voir chacun de nous pour nos anniversaires. Il voulait venir en France, on est 5 enfants, il voulait venir donc 5 fois en 2018 passer les anniversaires avec nous. Et donc du coup, pour la première fois, je lui ai dit au revoir, très brièvement, en sachant que j'allais le revoir quelques jours après. Et non.
J'ai appris sa mort, mais alors vraiment, enfin, enfin, c'est tombé comme ça. J'étais au travail, je reçois d'abord un message très bizarre de ma sœur qui m'a transféré un message d'une personne en anglais. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Il fallait qu'on contacte quelqu'un d'autre encore au sujet de notre père. Pouvait pas trop nous en dire. Enfin, c'était très mystérieux, très très bizarre. Et puis de fil en aiguille, donc chacun de mes frères et sœurs et moi, on essayait d'avoir l'info. J'appelle la police en Angleterre, savoir si quelqu'un peut aller se rendre à son domicile, etc. Enfin, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et puis je reçois par texto un message de ma sœur qui me dit il est mort. Et alors là, je me suis effondrée. Enfin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et vraiment sous le choc. Je m'y attendais pas du tout à ce moment-là, quoi. Et vraiment je pleurais. Je faisais que pleurer. Je pleurais. À ce moment-là, c'est tout ce que je pouvais faire, quoi. Enfin, j'essayais. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'essayais quand même de rester. Enfin, j'essayais vraiment tant bien que mal de rester lucide et de prévenir mes collègues et pour qu'ils préviennent mes chefs que voilà que j'étais pas en état de reprendre le travail après la pause. J'ai un collègue avec qui j'avais sympathisé qui était là au moment où j'ai reçu le message. Je lui ai montré parce que j'étais incapable de parler, donc je lui ai montré mon portable. Il avait vraiment envie de m'aider, mais voilà, il savait pas forcément trop quoi faire, trop quoi me dire. J'ai un autre collègue que j'ai croisé son regard, pareil, on avait sympathisé. Je sentais beaucoup de soutien et de compassion dans ceux qui me voyaient, quoi. Et, euh, et ouais, vraiment, je savais juste qu'il fallait que je rentre, fallait que j'essaie de prévenir aussi mon oncle, donc le frère de mon père. J'essayais quand même de rester lucide, mais en fait, c'est très compliqué. Tout ce voile, ouais, il y a un peu une forme de paralysie, de perte de conscience. Enfin, c'est pas vraiment. Enfin, c'est assez difficile à décrire quand même. Mais... De sentiment de déréalisation, comme si ce que tu vivais à l'instant T, c'était réel et en même temps pas vraiment là, quoi. Bah, ouais, enfin, à la fois, t'es 100% dans l'instant présent, là, pour le coup. T'es vraiment. Enfin, ouais, c'est un peu ça. C'est à la fois tu réalises, à la fois tu réalises pas. Mais t'es à la fois déconnecté et connecté. Enfin, c'est assez particulier. Et puis, en l'occurrence, c'était quand même la première fois que je perdais un proche. Donc c'est vrai que enfin, c'était vraiment nouveau d'apprendre la mort de quelqu'un que j'aime. Et puis, comme je te dis, je m'y attendais tellement pas, quoi. Enfin, donc, ouais, en fait, dans ce moment-là, tu contrôles absolument rien. T'es vraiment. C'est tes émotions qui te submergent et enfin, qui te font agir, quoi. Tu contrôles rien. Si je comprends bien, tu as globalement assez vite quitté ton travail. Ouais, mon mari est venu me chercher du coup parce que j'étais incapable de conduire, j'arrêtais pas de pleurer, quoi. Ok, donc c'est ton employeur du coup qui a prévenu ton mari? Bah, disons, c'est le collègue avec qui j'avais sympathisé, celui à qui j'ai montré le message, donc avec l'accord bien sûr de la hiérarchie quand même, hein, mais bon, ils ont été très compréhensifs, hein, enfin voilà, ils se doutaient que la seule chose que j'avais à faire c'était de rentrer chez moi, et je sais plus exactement, mais je crois que j'ai demandé à mon collègue, c'est lui qui a appelé mon mari, il me semble. Mais en fait, comme je te dis, t'es tellement dans un état second que je me rappelle, j'ai quelques images flash si tu veux. Mais alors, enfin voilà, je me souviens de quelques mots par-ci par-là, mais je me souviens pas de tout dans les détails. C'est un truc qui est plus fort que toi, enfin qui est au-delà de toi, t'es dans un autre. En fait, tu contrôles tellement rien que tu suis même pas ce qui se passe. C'est tout. Enfin, tu te laisses emporter, quoi. Donc je me souviens pas exactement de tout dans les détails, mais que voilà, je me souviens que j'étais incapable de conduire parce que je pleurais, et que j'ai demandé à ce que mon mari vienne me chercher. Et je me souviens que j'essayais quand même de penser à la voiture qu'on allait laisser par rapport au parking qui allait se fermer. Enfin, tu vois, il y a quand même une part de ma lucidité qui essayait de percer au milieu de cette... De prendre le dessus, en c'est tout ça. cas de rester... Donc c'est vrai que là t'es plus... Bah, en l'occurrence j'étais entourée de personnes de confiance, donc mon mari, le collègue donc, qui est devenu ami, et puis même les chefs, les responsables qui étaient là, je me sentais quand même entourée de personnes bienveillantes,
Et, euh, et comme j'étais vraiment dans une incapacité de réfléchir, je leur faisais confiance en fait, tu vois. Et quand je disais un truc, ils me disaient non mais t'inquiète pas, on va s'en occuper. T'inquiète pas pour ça, on va se débrouiller. Enfin, j'étais et je l'ai. Enfin, s'ils me disaient viens, on va faire ça, ok, vas-y. Je suis incapable de réfléchir, donc je te suis quoi. C'est C'était vraiment ouais, c'est ça en fait. Je suis incapable de prendre la moindre décision. J'essayais de penser à ce à quoi fallait penser, mais je donnais des éléments de réflexion et puis c'était eux qui réfléchissaient et je les suivais quoi. Ok. Donc après, tu es rentré chez toi. Ouais, Ton mari t'a ramené. ouais. Tu te souviens de ce qui s'est passé ensuite, ce jour-là? Alors, enfin, ce jour-là, non. Je me souviens juste que pendant au moins 2 jours, non-stop, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Pendant 48 heures, toutes les 10 minutes, je pleurais. Je me souviens pas d'autre chose que ça. Alors, je suppose que enfin, qu'on était en contact avec mes frères et sœurs, que on commençait bah déjà à partager ce qu'on ressentait et puis à essayer de savoir à quoi il fallait penser au niveau organisation, etc. Je me souviens qu'effectivement, entre-temps, j'ai eu quand même bah, mince, comment on dit en français, je sais même plus, le médecin légiste. Euh, donc ça, enfin là, ça me revient parce que tu me poses la question, mais donc on essayait de comprendre justement, en l'occurrence, alors en Angleterre, bon ça je l'ai appris par la suite, mais ils sont en fait à 90% du temps en fait quand il y a quelqu'un qui décède, il y a une autopsie. Et donc du coup on était en contact, mais bon du coup ça prend beaucoup de temps. Pour ceux qui ont déjà une expérience dans le funéraire en France, c'est très 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 rapide en France. Pour le coup, en Angleterre, c'est des temps enfin voilà, 3 semaines, un mois, c'est la norme chez eux, entre le décès et le moment où tu enterres la personne. Enfin, c'est d'ailleurs plus souvent une crémation là-bas. Mais ouais, t'as vraiment un très long délai et du coup, voilà, je me souviens avoir été en contact avec cette légiste qui me disait que voilà, bah, elle nous tiendrait au courant une fois que qu'on aurait les résultats de l'autopsie, quoi. Mais et donc je me souviens aussi que j'essayais de savoir bah, les circonstances de son décès, enfin en fonction des éléments qu'on avait, même si on connaissait pas la cause, mais qu'on sache un petit peu où, comment. Alors justement, la personne qui nous avait envoyé le premier message comme quoi fallait qu'on contacte l'autre personne. Enfin je te dis, c'était vraiment, c'est pas très clair parce que ça l'était pas. Hein. Donc en fait finalement j'ai compris que c'était une amie de mon père qui nous disait de contacter donc la fameuse médecin légiste, que c'était à elle de nous informer du décès de notre père. Et donc du coup, on a recontacté cette amie et voilà, donc elle nous disait enfin, qu'il avait été retrouvé à l'hôtel, dans son lit, devant la télé, enfin voilà, quelques éléments comme ça. J'avais besoin de savoir ce qui s'était passé en fait. C'était enfin voilà, je lui ai dit au revoir il y a quelques jours. Là, j'apprends à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Enfin, j'avais vraiment ce besoin de comprendre. Tout simplement. Ouais. Ouais. Ok. Et tu as pu avoir les éléments précis que tu attendais à ce moment-là? Je crois que une partie des éléments que je viens de te donner, je les ai eus au fur et à mesure du temps. Même une fois en Angleterre, une fois aussi que j'ai reçu les téléphones de mon père, parce que du coup, il y a mon oncle qui était sur place, enfin sur place, en Angleterre en tout cas, mais qui habitait à 300 km de chez mon père. Donc c'est lui qui a dû aller identifier mon père. Donc c'est lui qui a récupéré aussi à la police. Alors à chaque fois, il fallait mon autorisation parce que j'étais la personne en fait, ils appellent ça next of kin en Angleterre, la personne de confiance en gros. Oui. Donc à chaque fois qu'il y avait besoin de quelque chose, il fallait que je donne mon autorisation. Mais voilà, mon oncle, bah, j'avais confiance en lui, donc il a récupéré les portables, il a récupéré les papiers de mon père, il a récupéré sa voiture, etc. Et donc du coup, ouais, bah tu vois là de me replonger dedans, ça me remet un petit peu dans le même état où tu vois là enfin j'ai du mal à mes souvenirs sont un peu paralysés comme l'état émotionnel dans lequel j'étais, tu vois, j'ai quand même de la distance parce que pour le coup, ça fait presque 3 ans quand même maintenant. Mais quand on se replonge, même si aujourd'hui je vais beaucoup mieux par rapport au décès de mon père, le fait d'en reparler, de revivre la scène entre guillemets pour la raconter, ça me remet un peu dans cet état où tu sais, tu sais un peu comme un trac, tu sais, où tu perds un peu. Donc je sais même plus exactement ce que je voulais te dire concrètement là, mais voilà, je me souviens en tout cas que mon oncle a été d'une aide très utile. Alors
C'est effectivement fréquent que forcément, hein, même si c'est pas le but de rechercher de ce podcast, c'est vraiment pas le but du jeu de refaire ressurgir des vieux démons ou des émotions difficiles. Malgré tout, ça vient forcément avec. On peut difficilement oublier de toute façon, et puis, de toute façon traverser un deuil, c'est pas l'oublier de toute façon. Non, c'est sûr. Et voilà, donc c'est pour ça que j'insiste toujours au début à vraiment remercier de cette confiance, parce que c'est hyper important. Mais c'est vrai que tu m'avais prévenu, mais voilà, et en l'occurrence, enfin voilà, il y a aucun souci, ça me dérange pas de repasser par là, juste que je vous demande de m'excuser si à un moment donné, justement, dans mes propos, c'est plus très cohérent, parce que c'est justement, c'était le cas, j'étais pas cohérente du tout à ce moment-là, et je me souviens particulièrement que, en fait, j'étais étourdie d'ailleurs. Par exemple, si je voulais faire cuire du riz, des pâtes. Aujourd'hui, je suis tellement écolo que ça me fait bizarre de dire spontanément ces deux ingrédients principalement, mais bon, je sais que ça parlera à tout le monde. Dès que je mettais, j'oubliais en fait, j'oubliais tout ce que je faisais. J'oubliais que j'avais mis de l'eau à bouillir, quoi. J'oubliais que j'avais commencé quelque chose. Je perdais complètement mes moyens. J'étais omnibulée par cette... voilà, je faisais que pleurer et je pensais qu'à ça. Et c'est vrai que j'étais incapable de réfléchir, de me rappeler de quoi que ce soit. Et pour le coup, je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais dans la mesure du possible, d'être bien entouré de gens qui nous aiment et qui nous comprennent et qui sont bienveillants, c'est vrai que ça aide. Tu as expliqué au départ que pendant de nombreuses années, finalement, à chaque fois que tu voyais ton père, tu t'attendais plus ou moins à ce que ça soit la dernière fois. Ouais. Dans ta famille, c'est un sujet que vous évoquiez, c'est un sujet, la mort, les obsèques, ce genre de choses, c'est quelque chose sur lequel vous échangiez? Alors, c'était pas tabou. On en avait déjà parlé, mon père, lui, il m'y préparait depuis quelques années. C'est avec lui qu'on en parlait le plus. Moi, j'avais du mal quand même. Comment dire, de manière générale, la mort, c'était pas un sujet tabou, mais par contre, la mort des proches, c'est quand même plus compliqué. Je me souviens que quand j'ai eu mon fils, donc il va avoir 16 ans aujourd'hui, il est né en 2004. Je me souviens qu'au moment où je suis devenue maman, donc j'avais à peine 20 ans, 21 ans, j'avais cette peur de la mort, aussi bien de ma mort que de celle de mes proches. Je me souviens que c'était très présent au moment où je suis devenue maman. Je me souviens que j'en parlais, parce que voilà, on parle assez ouvertement avec mes proches, donc ça m'est déjà arrivé de leur dire, mais sans forcément qu'on s'éternise sur le sujet. Mais voilà, on en parlait ouvertement, on se confiait, chacun disait voilà ce qu'il ressentait, comment il voyait les choses, etc. Je me souviens aussi que quand j'ai appelé mon père pour lui fêter ses 50 ans, donc là mon fils avait donc en 2007, c'est ça, il devait avoir 3 ans à peu près. Moi j'appelle mon père, je lui dis happy birthday en l'occurrence en anglais. Il me dit tu sais, j'étais même pas sûre d'arriver jusque là. Bon. Ok, daddy. Donc ça m'avait un peu choqué quand même, et même encore aujourd'hui ça me fait bizarre qu'il m'ait dit ça à ce moment-là. Donc lui il s'est toujours attendu, justement il a profité de la vie, et il me l'avait déjà dit qu'il préférait vivre intensément sur une courte période plutôt que longtemps tranquillement, quoi. Et donc voilà, de temps en temps il me disait des petites choses comme ça qui, moi j'arrivais pas à l'entendre, venant de lui, venant d'un proche. C'était dur pour moi d'imaginer que cette personne-là puisse mourir. Même par exemple des fois avec notre mère, pour rigoler, on parle des fois ça lui arrivait déjà il y a quelques années, quand on était chez elle par exemple, elle nous disait tiens, ça quand je partirai, ça ce sera pour toi, ou ça sera pour ta sœur, ou vous vous débrouillerez entre vous, des choses comme ça, tu vois, c'est déjà arrivé, mais de façon assez brève en fait. On sait qu'on va tous mourir, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est présent, donc voilà, on sait qu'un jour, mais sans vraiment se projeter en l'imaginant concrètement, quoi. Donc c'est vrai que c'était toujours bref, et c'est vrai que quand ça nous arrivait d'en parler, mais dès que c'était, donc en l'occurrence mon père, à chaque fois qu'il venait en France, ou même que j'y allais d'ailleurs en Angleterre,
à chaque fois, il me préparait, il me donnait des consignes en fait liées à sa mort. Soit il me disait, par exemple, tiens, c'est arrivé qu'il y ait des moments où il me donnait une enveloppe avec de l'argent, donc en euros justement, j'avais de l'argent en euros et de l'argent en livres, pour nos déplacements, pour que nous on puisse se rendre là-bas et pour financer ses funérailles. Il me disait aussi ses comptes, il me parlait de sa paperasse, il y aurait ça à contacter. J'ai une carte on va dire un équivalent pour faire simple de la sécurité sociale, avec ses codes, etc. Il me donnait ce genre d'informations-là administratives. Il me donnait aussi ses instructions par rapport à ses volontés. Donc, ça c'était quand même plus les dernières années quand même. Ça c'était quand même, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 ans avant sa mort quand même, qui commençait à me donner vraiment plus en détail quand même des directives comme ça. Et à chaque fois, pour moi, il me disait, faudra qu'on parle de ça. Oui, Daddy, oui, on verra, on n'y est pas. Non, mais il faudra qu'on en parle. Puis à chaque fois, il insistait et il me donnait, une consigne ou deux à la fois, comme ça, à chaque fois qu'on se voyait. Mais c'était quand même dur pour moi de l'entendre. Et est-ce qu'avec le recul, même si, alors c'était difficile de l'entendre sur le moment, est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, tu considères que ce qu'il a pu te dire, d'évoquer ce sujet-là très très régulièrement, c'est quelque chose qui a pu être bénéfique quelque part ? Ben oui, c'est vrai que on n'a pas envie de l'entendre parce que... Alors maintenant, avec le recul aussi, il y a le fait que je me rends compte que souvent les gens ont peur de parler de ça parce que il y a une forme de superstition. Mais le fait est que c'est pas d'en parler qui fait mourir, ça c'est évident. Et connaître les volontés de la personne, connaître, savoir ce qu'il y a, que ce soit administratif ou psychologique, bien sûr que ça aide parce que je vois aussi d'autres situations où les gens ne savent pas et c'est bien plus compliqué et c'est vrai que justement encore une fois comme on était dans un état, moi en tout cas en l'occurrence, où j'étais incapable de réfléchir, incapable de prendre quoi que ce soit comme décision, heureusement qu'il les avait prises de son vivant en fait, ouais. Et est-ce que c'est toi qui as géré la majorité des démarches de tout ordre suite à ça ? C'est tes frères et sœurs ? Qui s'en est occupé ? Alors en fait, c'est principalement moi, mais toujours avec l'accord de la fratrie. Et notre oncle en Angleterre, lui, comme il était sur place, il faisait en fait tout ce qu'on lui demandait. Il se tenait vraiment à notre disposition. Il a été rencontrer les pompes funèbres, il a fait les déplacements. Il prenait pas de décision à notre place. Même les pompes funèbres d'ailleurs qu'on a choisies. Parce que justement une des volontés que mon père dont il m'avait fait part, c'était qu'il voulait un enterrement écologique. Donc on a trouvé une agence de pompes funèbres écolo. J'avais fait une présélection sur internet. Mon oncle a fait le déplacement pour les rencontrer. Il a confirmé que celle qui m'avait, à travers le site internet, le plus paru, celle à qui j'avais envie d'accorder ma confiance. Il a eu le même sentiment en les rencontrant. Donc lui, il était plutôt l'exécutant, mais dès qu'il y avait une décision à prendre, il nous la posait. Il me la posait à moi. Moi, j'en faisais part à mes frères et sœurs. En général, la plupart des choses, la plupart des décisions, en fait, mes frères et sœurs étaient, ça leur importait peu, en fait, sur la plupart des décisions à prendre. Et donc en général quand moi je faisais souvent une présélection, par exemple quand il y avait des produits ou des services à choisir, je faisais une présélection, je leur disais voilà moi j'ai retenu ça, qu'est-ce que vous en pensez, donc ils avaient aussi leur mot à dire, mais c'était moi l'intermédiaire principal quand même de la pompe funèbre en Angleterre, à distance en tout cas, mais parce que on savait déjà que du vivant de mon père, c'est dans ma nature, moi j'ai toujours voulu organiser les choses de manière générale, je suis très très organisée et très j'ai appris avec le temps à lâcher prise, mais bon, je suis quand même quelqu'un qui a besoin de que les choses soient le plus prévues possible, quoi. Donc c'était aussi pour ça qu'il m'avait désigné, qu'il me donnait à moi les informations. Il m'avait un petit peu donné ce rôle-là aussi, quoi. Ok. Et du coup, tout a été géré à distance, si je comprends bien. Tu m'as parlé du médecin légiste, tu m'as parlé de délais excessivement longs. Il s'est passé combien de temps entre l'annonce de sa mort et du coup la cérémonie en tant que telle, le temps que tout se fasse ? Alors déjà, il est mort le 1er janvier 2018.
On l'a su que le 3 janvier déjà. Rien que pour apprendre sa mort, il s'est passé 2 jours déjà. Et en l'occurrence, donc, entre donc le 1er janvier où il est décédé et le jour où on l'a enterré, donc le 23 janvier, donc il s'est passé 23 jours. Ce qui est plutôt court chez eux, quoi. Enfin... Oui, ok. C'est vrai que par rapport à ce qui se passe en France, où on est totalement dans l'opposé à vouloir... où tout doit être traité globalement sous 6-7 jours. Hein, c'est ça, 6 jours, ouais. Ouais, ça paraît un peu dingue. Ouais. Du coup, tu as pu... je suppose qu'avec tes frères et sœurs, vous avez fait le déplacement après pour assister à la cérémonie. Oui. Il y a des... Alors, je ne suis pas du tout familier avec ces démarches-là et tout cet environnement-là en Angleterre. Est-ce qu'il y a des différences dans le rituel, dans les choses comme ça en Angleterre, ou c'est globalement similaire ? Alors, il y a des différences entre ce qui se passe en Angleterre de façon générale et ce qui se passe en France de façon générale. Et en plus de ça, il y a des différences entre ce qui se passe en Angleterre de façon générale et ce qui se passe en Angleterre avec les pompes funèbres qu'on a choisies. Donc, en l'occurrence, celles avec qui on a travaillé, justement, elles ont été très à l'écoute, très humaines, totale liberté sur ce qu'on voulait faire, dès qu'il y avait une décision à prendre, justement, elle nous donnait pas forcément de conseils sans qu'on lui ait, elle nous donnait pas de conseils tant qu'on lui avait pas demandé, quoi. Quand elle voyait qu'on n'arrivait pas à prendre de décision, là, à ce moment-là, elle nous aidait, mais elle nous imposait rien, elle nous laissait totalement décider tout, que ce soit le déroulé de la cérémonie, que ce soit les fleurs, enfin tout. On était vraiment super libre de faire. En fait, la seule limite, c'était notre imagination, quoi. Et en l'occurrence, ce que moi j'ai particulièrement apprécié, c'est vraiment cette sensibilité environnementale, parce que voilà, j'avais déjà pris conscience de notre impact environnemental par rapport à la société de consommation dans laquelle on vit. Donc là, de pouvoir prendre en considération cet aspect-là, y compris dans le funéraire, ça a été pour moi. J'étais contente pour le coup que mon père ait opté pour ce mode-là. Et voilà, tu vois, je m'égare, donc Non, mais c'est pas grave. Et je te remets dans le chemin, juste concrètement, impact environnemental. Bon, je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent voient ce que ça peut donner. De manière générale, parce qu'on en parle plus ou moins, en tout cas, voilà, on entend beaucoup de choses là-dessus ces derniers temps. Après, la question, c'est concrètement, c'est quoi une cérémonie écolo ? Une cérémonie funéraire écolo. La cérémonie en soi, c'est pas forcément écolo d'un point de vue émission de carbone. Certains pourraient mettre le mot écolo pour le côté psychologique, mais c'était vraiment quelque chose plutôt symbolique en fait. C'est-à-dire que, en l'occurrence, donc voilà, ta question aussi c'était lié au délai. Donc en fait, alors petite parenthèse d'ailleurs, le délai est très long, ça a ses avantages et ses inconvénients. Tu passes par plein de phases, il faut que j'organise, je pleure, comment je vais m'habiller le jour de son enterrement. En fait, t'as le temps de te poser 1 milliard de questions, de passer par je suis triste, je suis lucide, enfin voilà. Et en l'occurrence, donc, c'est fou, à chaque fois que je me replonge dans ce moment-là, j'arrive pas à me rappeler de la question que tu m'as posée juste quelques secondes avant. C'est vraiment fou de se replonger dans cet état. Là, tu faisais une parenthèse. Ouais. tu faisais une parenthèse sur les délais. Oui. Et l'avantage et les inconvénients. Donc du coup, tu as pu organiser... Le fait d'avoir des délais importants, il y a ce côté psychologique qui est sans doute... Alors, ça peut être avantageux ou pas, quelque part, parce qu'aussi en France, tout organisé en 6 jours, 7 jours, les démarches administratives, l'organisation des obsèques, etc., et tout ça en moins de 10 jours, je trouve ça moi atroce. A contrario, le fait d'avoir un temps long... Trop long, ouais. Des fois, ça peut être trop long. Oui, parce que déjà, en fait, on savait même pas, tant que l'autopsie n'avait pas eu lieu, moi, j'ai eu besoin déjà de savoir si les volontés de mon père pourraient être respectées, mais logiquement, on n'était même pas censé contacter les pompes funèbres avant d'avoir les résultats de l'autopsie, quoi. Donc, nous, on fait quoi en attendant, tu vois, enfin... Donc t'as ça, mais qu'est-ce que je fais ? Je pense que t'as besoin d'agir. À un moment donné, t'as besoin d'agir assez rapidement. C'est ça, t'as besoin d'agir, de savoir qu'est-ce que je fais, quand je le fais, où je le fais. En plus, il y avait quand même le trajet aussi, le voyage à prévoir jusqu'en Angleterre. Donc, quand est-ce qu'on y va ? Mon employeur, quand est-ce que je pose mes jours suite pour m'absenter pour le décès ? Donc, je continuais d'aller travailler aussi.
quand est-ce que j'y vais, quel hôtel je réserve, quel bateau je réserve, quand, enfin, toutes ces questions de logistique en plus qui se posent du fait de la distance. Bon, après, même si ça avait été en France, il y a quand même ces mêmes questions-là qui se posent. Donc, t'as tout ça qui fait que de pas savoir quand est-ce que ça va avoir lieu, voilà, ça a d'autres conséquences, quoi. Et c'est vrai que voilà, t'as le côté psychologique, t'as le côté logistique. Et puis donc, avec les pompes funèbres, on essayait quand même d'avancer sur ce sur quoi on pouvait avancer. Donc voilà, donc le choix du cercueil, les choses comme ça, le choix du cimetière. En l'occurrence, on avait le choix en Angleterre. Le choix enfin voilà, toutes ces décisions-là. Et puis donc la cérémonie, en l'occurrence, au fur et à mesure en fait que le temps passait, je me suis rendu compte que moi j'avais besoin qu'il y ait une chanson qui soit présente à un moment donné dans la cérémonie. Je savais pas encore, tu sais, enfin en fait naturellement, au fur et à mesure des discussions avec mes frères et sœurs et au fur et à mesure du fait que je pensais qu'à ça de toute façon, mais donc tu dessines un peu dans ta tête la façon dont t'imagines comment ça va se passer la cérémonie et du coup voilà, je voulais qu'il y ait une chanson qui ait du sens pour moi. Et puis quand j'ai dit ça à mes frères et sœurs, eux aussi, donc on s'est dit tiens, on n'a qu'à chacun de notre tour, puisqu'on a tous envie de parler, de nous exprimer, et qu'on a tous envie qu'il y ait une chanson qui soit diffusée, et dans ce cas-là, on n'a qu'à chacun à notre tour par ordre d'âge parler, intervenir, et puis voilà, en fait petit à petit on a construit notre cérémonie comme ça, mais sans aucun cadre, sans aucune proposition, sans aucune quoi que ce soit qui nous soit imposé. C'est nous qui avons décidé de faire ça. Et le fait de ne pas avoir été guidé, entre guillemets, ça a été plutôt, au final, bien vécu. Parce que c'est vrai qu'en France, dans les témoignages que j'ai déjà pu avoir, ce qui revient souvent, c'est le côté un peu boutique, tu vois. Cercueil, c'est ça, machin, vous voulez quel machin, nanana. En urne, on a à peu près ça dans votre budget, qu'est-ce que vous voulez, tu vois. Et puis à la fin, je vous fais moins 10% parce que vous m'êtes sympathique. Y a beaucoup de témoignages qui ressortent comme ça, et ce qui font des fois la pas très bonne presse des pompes funèbres, de certaines pompes funèbres. Ah ouais, non, là c'est vrai que c'était pas du tout pareil, et effectivement, alors c'est quand même pas facile parce que comme je te disais, tu sais, j'avais jamais perdu un proche, donc j'avais jamais organisé ou assisté à des funérailles. Le seul représentation que j'avais, c'était ce qu'on voit dans les films à l'américaine, quoi. Donc voilà, j'avais vraiment aucune connaissance de ça. Et donc, quand tu n'y connais absolument rien, ça peut être pratique d'avoir quelqu'un qui te conseille, qui te guide un petit peu quand même, qui te dise quelles sont les questions que tu dois te poser, quels sont les choix que tu vas avoir à faire, tu vois, des choses comme ça peut aider quand même. Par contre, le côté commercial, c'est clair que c'est juste, je comprends qu'il y en ait qui le vivent très mal. Et en l'occurrence, voilà, nous, on était on n'était pas du tout dans cette démarche-là avec elle. C'était plus... en l'occurrence, ce qu'elle nous avait demandé, par exemple, j'ai l'exemple du livret. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'on me demandait. parce qu'on fait pas ça en France. En fait, elle me demandait de préparer le booklet. Donc, le livret, en fait, qui résume un peu comme on aurait en France à l'église, mais plutôt pour les mariages, avec le déroulé justement de la cérémonie, en fait, qui intervient, quelles sont les chansons, les textes, etc. Et comme je comprenais pas trop le concept, en fait, là je te le dis avec le recul que j'ai compris que c'était ça qui se faisait, en fait justement c'est là où ça m'est venu l'idée de créer ce livret. Donc on a pris le temps en fait avec moi d'une part avec mes frères et sœurs, et puis donc en communiquant à distance avec les pompes funèbres en Angleterre, on a pris le temps de préparer le contenu de ce livret. En fait, on se l'est vraiment approprié, et du coup j'ai eu envie d'intégrer les paroles des chansons qu'on avait choisies. En l'occurrence en anglais et en français, parce que voilà, nous on est quand même si notre père était anglais et certains de mes frères et sœurs parlent, enfin voilà, on a tous un niveau d'anglais plus ou moins bon, mais voilà, là je m'éternise pour le coup sur du détail, mais ce livret là en fait je me le suis vraiment approprié. J'y ai mis donc les paroles des chansons qu'on avait choisi de diffuser pendant qu'on parlait. J'y ai intégré toutes les phrases. En fait c'est quand il est mort, il y a plein de choses qui nous sont revenues. Je me suis rappelé de toutes les phrases qu'il nous disait de son vivant, en fait, sa philosophie, si tu veux.
il y a plein de choses qui avaient déjà qui avaient déjà eu un impact sur moi quand il était vivant, mais qui reviennent en fait au moment de sa mort. Et toutes ces phrases-là qui sont typiques, j'ai eu aussi envie de les remettre dans ce livret, de mettre des photos, enfin voilà, tu vois, une sorte de livre en fait qui retrace très brièvement sa vie, mais des anecdotes, enfin voilà. Et c'est vrai que pour le coup, je me suis rendu compte avec le temps à quel point tout le monde était attaché. Alors déjà, le jour de la cérémonie, tous ceux enfin les Anglais pour le coup, ils le voulaient tous quoi. Et nous, on n'avait pas prévu assez au final. Avec le temps, je me suis rendu compte que quand j'ai voulu en redemander un exemplaire, tout le monde voulait absolument garder l'exemplaire qu'il avait. On y est tous attachés. Donc tu vois, il y a des choses comme ça qu'on a eu le temps de préparer. J'ai eu le temps de préparer le discours justement. Tu vois, c'est plus des choses comme ça. Et du coup, tout ce temps que tu as eu avec tes frères et sœurs de préparation, etc., au final, ça a été plutôt bien perçu, enfin bien vécu, finalement, avec le recul. C'est ça, c'était une bonne chose ça a ses avantages et ses inconvénients, mais je pense que c'est un peu trop long quand même. Pour le côté psychologique, je me souviens d'être vraiment passée par toutes les phases et que j'avais besoin. Non, franchement, c'était trop long. De pas savoir la date, ça c'est dur. Et que ce soit si long, non, c'est quand même un peu trop. Il y a quand même un juste milieu entre ce qui se passe en France et en Angleterre quand même. Pour le coup, en France, c'est beaucoup trop rapide. On t'apprend à peine que tu viens de perdre un proche. Le matin même, tu t'as même pas encore réalisé, il faut déjà choisir le cercueil dans lequel tu vas mettre. Ça, je trouve, c'est beaucoup trop court. Par contre, attendre 2 semaines avant de pouvoir commencer à organiser quoi que ce soit, là, je trouve que c'est trop long, quoi. Et tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai été vraiment entouré par tes proches, par ton entourage. C'était quoi en fait pour toi être entouré ? Ils ont fait quelque chose de particulier ? Alors non, il y a rien en particulier, rien de significatif, mais c'est plus les petits messages que tu reçois où les gens, même des fois si c'est ça, enfin j'ai pas le souvenir de messages en particulier qui auraient été maladroits, mais même si ça a été le cas, tu retiens l'attention, tu sens que les gens, voilà, je pense à toi ou comment ça va, ou tu vois, c'est des petits trucs tout bêtes en fait justement. C'est plein de petites attentions, juste montrer que on est là, on compatit un peu, tu vois. On se doute que c'est pas évident, mais voilà, c'est la présence en fait. C'est juste la présence qui fait du bien. Et puis comme je te disais, là, les 2 premiers jours où j'arrêtais pas de pleurer, on était à table, je pleurais et je disais à mon mari et mon fils aîné, j'ai un autre enfant mais il était trop petit. Je leur disais, je suis désolée, je plombe l'ambiance, j'arrête pas de pleurer. Mais ils me disaient, non, mais t'inquiète, c'est normal. Enfin, ils comprenaient tous les deux. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça. C'est rien en particulier. Enfin, je sais qu'il peut y avoir d'autres témoignages avec des gestes bien plus significatifs, mais ne serait-ce que, voilà, que les gens te fassent comprendre qu'ils sont là, qu'ils te soutiennent, rien que ça, ça fait du bien, quoi. Ok. Et ça, tu l'as... ça a été sur l'instant. Donc après, pendant tout le temps, je pense, de l'organisation jusqu'aux obsèques, etc. Aujourd'hui, tu dis, voilà, ça fait 3 ans, tu le vis mieux maintenant. En tout cas, tu arrives à en parler, on voit, assez facilement, entre guillemets. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a permis de cicatriser, entre guillemets, ou d'apaiser cette plaie-là ? En l'occurrence, moi, alors il y a eu une première phase où je pouvais pas concevoir de faire quoi que ce soit de nouveau. Ça n'a pas duré très longtemps, peut-être 1 mois, quelque chose comme ça, 2 mois. Où je pouvais pas imaginer avoir une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un enfant, un nouveau travail, enfin quoi que ce soit de nouveau, ça me paraissait inconcevable parce que mon père ne le saurait pas. Et puis à un moment, je suis tombée sur une offre d'emploi en fait, parce que justement le contrat, enfin là où je travaillais, c'était un contrat qui se terminait, et puis je tombe sur une offre d'emploi, quelqu'un qui cherche un conseiller funéraire. Et là je me suis dit ouais, mais c'est ça que je veux faire en fait, mais par rapport à l'image que ce que j'avais vécu en Angleterre, moi c'est ça que je veux faire. J'ai été tellement bien accompagnée. Je veux proposer la même chose voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça a créé une vocation, si tu veux, et ça, voilà, ça m'a donné. J'avais besoin que sa mort elle ait du sens, qu'elle ait une raison. Ça pouvait pas être juste arrivé comme ça. Et je me suis dit, voilà, je
suis triste qu'il soit mort, je voulais pas. Mais grâce à ça, j'ai trouvé ma vocation. Donc tu t'es formé, du coup, tu n'avais pas de formation dans ce milieu-là? Ah bah ouais, je n'y connaissais absolument rien. Donc oui, je me suis formée à la réglementation française. Ok, d'accord. Tu t'es formé, tu as été prise, Ouais. et ça s'est bien passé? Alors déjà, avant même d'être embauchée, alors d'abord j'ai fait des stages quand même pour m'assurer que j'étais capable aussi bien de voir des familles endeuillées que des défunts. Et au cours de mes recherches d'abord sur Internet, je sentais bien que pompe funèbre écologique en France, il n'y avait pas du tout la même... j'avais pas une connotation. Ah oui, enfin c'est pas deux mots qui sont associés en France comme ça l'était en Angleterre. Donc je savais très bien en me formant que il allait falloir que je prenne les devants dans ce domaine-là et que que je fasse quelque chose pour que justement l'accompagnement que j'avais eu en Angleterre, je sentais bien que avant même d'être formée en France, c'était pas trop la même chose que je pourrais proposer. Donc pour le proposer, il fallait que j'apprenne le métier de base, mais que j'aille plus loin que ça, quoi. Et donc du coup, j'ai énormément lu, je me suis renseignée, je suis en contact toujours avec les pompes funèbres qui se sont occupées de mon père en Angleterre pour savoir comment on pouvait avoir des funérailles écologiques en France avec la législation française. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il y a déjà plein de choses qu'on peut faire, ce que j'ai vécu en Angleterre, c'est possible en France aussi, quoi, aujourd'hui. Même si on peut encore aller plus loin, mais déjà aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses, quoi. Donc du coup, si je comprends bien, t'as eu cette expérience-là au sein de la pompe funèbre auquel tu as postulé, c'est ça? Tu t'es assez vite rendu compte, même si tu avais ce ressenti-là d'avant, que tu ne pourrais pas forcément faire. Du coup, en fait, tu as créé quelque chose ou tu crées quelque chose autour de ça aujourd'hui, c'est ça, si je comprends bien, si je lis entre les lignes? Oui, c'est ça. Je suis en train de créer une entreprise, effectivement. Alors, elle a évolué au fur et à mesure du temps. Au départ, je me suis dit, je veux créer une agence de pompes funèbres écologiques. Voilà, la première en France. Et alors, j'en profite pour dire, je me suis rendu compte, justement, au fur et à mesure, qu'il y a quand même, heureusement, même si je ne l'ai pas vu tout de suite, mais des pompes funèbres qui ont cette sensibilité environnementale, qui ne l'affichent pas forcément clairement, mais qui ont cette sensibilité. Donc ça m'a fait plaisir. Et donc du coup, ce que j'ai envie de faire justement, c'est d'informer de leur présence et de promouvoir leurs produits et leurs services. Et là, ce que je pense pouvoir faire normalement fin septembre, si je me projette à peu près à cette échéance-là, pour vraiment me lancer en fait dans de l'accompagnement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui voudront prévoir leurs funérailles, donc de leur vivant, là, je suis pas vraiment suite à un décès, c'est plus En anticipation. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, le fait que ton père t'ait parlé de ce sujet-là, ça t'a permis quand même d'être plus sereine, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais en tout cas, c'est mieux d'anticiper que de subir. Exactement. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça. C'est que les personnes qui veulent anticiper, ou pourquoi pas donner envie d'anticiper, disons que les personnes que j'accompagnerai, elles auront cette envie de préparer des funérailles qui soient respectueuses de l'homme et de la nature, en fait. À travers l'accompagnement, je vais pouvoir informer de la façon la plus exhaustive possible de toutes les décisions qu'il y a à prendre, des choix, des options qu'il existe. Mais en général, par exemple, dans le funéraire, en France, la plupart des pompes funèbres, et attention, je généralise, mais encore une fois, il y en a justement tout le monde est différent. Mais en tout cas, souvent les pompes funèbres vont t'expliquer les conséquences que peuvent avoir telle ou telle option, mais vont te donner les conséquences financières, par exemple. Vont te dire si tu optes pour ce produit ou ce service-là, ce sera plus cher. Si tu optes pour celui-là, ce sera mieux pour les conditions de recueil, par exemple. Ils vont te donner ce genre d'arguments. Par contre, c'est exceptionnel qu'on te dise ça aura telle conséquence sur l'environnement ou sur l'aspect psychologique. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je voudrais proposer. C'est un accompagnement, que les personnes puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Donc
Bien sûr, informer. En fait, suivant la personne, suivant ses priorités, en fait. Si la personne, ce qui est important pour elle, c'est que ce soit le moins cher possible, bah, je vais lui dire dans ce cas-là, c'est ça qui pourra vous correspondre. Si elle me dit, moi, ce que je veux, c'est que ce soit le plus pratique pour mes proches, et ben dans ce cas-là, c'est plutôt ça qui pourra vous correspondre. Si je veux réduire l'impact environnemental le plus possible, et ben voilà, optez plutôt pour ceci ou pour cela. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment. Ouais, de toute façon, c'est un accompagnement et ça répond vraiment aux besoins précis des personnes, aux attentes qu'elles peuvent avoir. C'est super, c'est super novateur, je pense que ça n'existe pas. Tu sais comment ça va s'appeler ou pas? Alors oui, je sais comment ça va s'appeler. Ça s'appelle Mes funérailles. Il y a même une petite baseline ou un petit slogan pour les Français. Donc Mes funérailles, naturellement. Oh, c'est chouette. Donc, ok. Mais après, je trouve ça très touchant, le côté, c'est une manière de donner du sens à une mort qui était, même si à de nombreuses fois dans ta vie, ça a été attendu, en tout cas ressenti, malgré tout, de quand même donner du sens à sa mort, etc. Et dans ta famille, c'est quelque chose qui est... Enfin voilà, je suppose que c'est bien... Voilà, ils sont heureux pour toi de ce projet-là Eh ben, alors oui, tout le monde me soutient, mais tout le monde a d'abord été surpris, et de toute façon, moi la première. Parce que c'est clair que le funéraire, enfin, je sais que avant j'étais commerciale et j'avais des clients justement dans les pompes funèbres et je me disais mais jamais je ferais ce métier-là, moi je pleurerais avec les familles, ça leur rendrait pas service, enfin voilà, donc j'avais ce discours-là avant, donc quand j'ai dit que je me lançais dans le funéraire, d'accord, bon, mais voilà, enfin ça a surpris, mais encore une fois, je suis entourée de personnes bienveillantes qui me laissent faire mes choix et alors il y en a aussi qui avaient peur que je fasse ça pour faire mon deuil. Mais c'est logique, enfin quelque part, c'est logique que ça puisse venir en tête à certaines personnes. Et moi je leur en voulais pas de penser ça, hein, mais en l'occurrence j'étais convaincue, en fait pour la première fois de ma vie j'étais vraiment déterminée, je savais ce que je voulais, c'est pas je fais quelque chose comme ça et puis on verra si ça marche ou quoi, parce qu'il y a quand même plein de choses qui m'ont intéressée avant ça, mais là c'est la première fois où je suis déterminée, je savais que c'était ce que je voulais faire et que même les contraintes ce serait pas assez lourd dans la balance pour m'arrêter quoi, que donc c'est voilà, enfin ils ont senti en fait tout le monde là, depuis le début que j'en parle, tout le monde, même si ça commence à faire c'est un peu long parce que justement comme tu le disais c'est novateur, donc il a fallu que moi-même je chemine entre les idées et la réalité, voilà, donc ça a pris du temps, mais malgré ça je pense que mes proches, ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que je veux le faire et que d'une façon ou d'une autre je le ferai. Donc ils pouvaient que me soutenir et m'encourager, quoi. C'est... De toute façon, dans beaucoup de projets de vie, en tout cas, et projets professionnels, une des premières motivations et ce qui fait beaucoup dans la réussite d'un projet, c'est souvent l'histoire personnelle qu'il y a derrière. Si derrière, voilà, ça touche à la personne, forcément, enfin voilà, c'est sûr. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à avancer dans ce cheminement personnel, du coup Alors oui, en fait, une des premières questions que je me suis posée, dès le début, c'est est-ce qu'il est là autrement ? Est-ce qu'il est toujours présent sans que je puisse le voir ? Et j'ai eu besoin de savoir s'il y avait une vie après la mort, comme on dit. De savoir si je pouvais communiquer avec l'au-delà ou si d'autres pouvaient le faire pour moi, etc. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je sais pas trop comment... Enfin, j'ai vécu, si tu veux, des choses qui m'ont... Alors déjà, je rêvais beaucoup de lui, déjà. Je sais pas si c'était justement lui qui venait discuter avec moi à travers les rêves, mais les premiers jours, je rêvais très 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 régulièrement de lui. Ça s'est un petit peu espacé avec le temps. D'ailleurs, au début, je suis en train de me rappeler que mes rêves étaient quand même assez liés à ce que je ressentais éveillé, en fait. C'est-à-dire que à la fois, je savais qu'il était mort et je ne doutais pas de ça, mais à la fois, il y avait une partie de moi qui avait du mal... à l'intégrer. Ouais, c'est ça, c'est le bon mot. Et dans mes rêves, c'était pareil. En fait, je le voyais physiquement, il était devant moi, mais en même temps, dans mon rêve, je le savais dans une autre pièce à côté, mort.
C'était souvent ça, mes premiers rêves, vraiment très, très liés à ce que je ressentais. Enfin, c'était vraiment ça l'image, quoi. Et, euh, et du coup, je me posais la question, justement, est-ce que c'est juste mes rêves qui sont le reflet de l'inconscient, enfin voilà, le côté un peu scientifique, on va dire, ou est-ce que c'est lui qui vient communiquer avec moi de cette façon-là? Et puis j'ai eu, bon, je vais pas forcément raconter toutes les expériences un peu surnaturelles que j'ai vécues, parce que sinon on en a encore pour une heure, mais il y a eu plusieurs situations où j'ai vraiment, enfin, je l'entendais dans vraiment, je l'entendais en plus en anglais, quoi. Donc c'était, enfin, il y a des fois où je me disais que c'était mon imagination, et puis des fois où je me dis non, c'est pas mon imagination, c'est pas possible, j'entends sa voix nettement. Euh, Enfin voilà, il y a des choses comme ça, et puis enfin encore tellement d'autres anecdotes, mais voilà, pour moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, et voilà, à chaque fois je remettais, une fois que la situation était passée, je la remettais en question, mais au moment où je la vivais, enfin, on pouvait C'était pas. pas concevable que ça soit autre chose que. Ben ouais, ça pouvait pas être ni mon imagination, ni la folie, ni. Enfin voilà, il y a forcément quelque chose voilà, il est présent autrement. Et c'est vrai que bah, ça me faisait du bien. Et justement, un peu plus tard, au moment où enfin, je me souviens que pendant longtemps, je me trouvais vraiment, je me sentais le mot endeuillé, quoi. Et d'ailleurs, j'ai même fait partie d'un groupe de parole. De gens qui sont là pour parler de leur deuil, et je me suis même sentie illégitime. On m'a fait comprendre que j'étais pas à ma place, parce que moi c'était pas un enfant ou un époux que j'avais perdu, que c'était que un père. Donc bon, je l'avais un petit peu mal pris quand même si je comprends que voilà, c'est pas dans l'ordre des choses de perdre un enfant, je peux l'entendre, hein, mais j'ai trouvé ça, enfin voilà, moi j'étais quand même endeuillée, et On peut j'ai trouvé ça. difficilement hiérarchiser les deuils de toute façon. C'est ça. Mais bon, après, enfin voilà, je veux pas rentrer dans ce débat-là. C'était vraiment mon ressenti Oui, à ce oui, moment-là. y a pas de- Voilà. Et donc voilà, petit à petit, entre le fait que j'ai mon projet, le fait que voilà que je sois bien entourée, que j'ai besoin d'avancer dans la vie, etc. J'ai trouvé quand même que pendant longtemps, 1 an et demi, 2 ans, je trouvais que j'étais encore, je pleurais encore régulièrement, des fois en voiture, souvent en voiture d'ailleurs, quand j'entendais une musique, ou enfin voilà, il y avait souvent des choses qui me faisaient penser à mon père et qui me faisaient pleurer. Alors au début c'était vraiment des vrais pleurs, vraiment où je m'effondrais, et puis petit à petit c'était plus les larmes aux yeux, enfin voilà, et moins souvent. Mais c'était quand même très très long, et là je dirais que depuis quelques mois maintenant, je me sens apaisée. Voilà, alors, enfin, comme on le disait tout à l'heure, le fait d'en reparler, bien sûr que ça ravive un petit peu ces émotions, mais je me sens quand même plus en paix, ouais, avec ça. Et le fait de m'être dit qu'il était présent, ça m'a aidé. Et maintenant, je me pose la question, est-ce que justement j'avais besoin de croire qu'il était présent pour, entre guillemets, l'expression elle est débattable, mais pour faire mon deuil, ou est-ce que maintenant que je me sens mieux, j'éprouve moins le besoin d'être rassurée sur sa présence. Enfin, tu vois, je sais pas trop quoi mettre là-dessus, mais je comprends en tout cas qu'on puisse avoir besoin de garder un contact. Alors, c'est paradoxal, parce que d'un côté, tu te dis que si tu t'accroches à la présence de l'être, mais de façon voilà, invisible, ça veut dire quelque part que tu es dans le déni, ça pourrait vouloir dire ça, et en même temps, le fait que tu te dises que la personne est là, bah ça t'aide quand même. Donc après voilà, libre à chacun de voir les choses comme ça lui fait du bien, en fait. En gros, c'est ça, quoi. Moi, ça m'a fait du bien de me dire qu'il était là, et aujourd'hui, même si c'est moins présent, je pense quand même qu'il y a quelque chose. Et, et voilà, pour le coup, ça m'a aidé, ça m'a pas, enfin, voilà, je suis pas restée dans le déni. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on a fait à son enterrement qui ont contribué à ce que quand on dit accepter, ça veut pas dire être d'accord, ça veut dire se rendre compte que c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a faites aussi à son enterrement qui nous ont aidés à ne pas rester dans le déni. Et voilà, pour moi, le fait de croire en sa présence autrement, ça m'aide à avancer. Donc pour moi, ça a été une bonne chose. Ben, merci beaucoup, parce que le côté spirit, un peu, la vie après la mort, et contacter l'au-delà, etc.
je pense qu'il y a plus de personnes qui ont des expériences là-dessus, qui l'ont vécu, ou en tout cas qui le vivent, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, qui n'osent pas en parler par peur du regard des autres aussi. Et un des buts de ce podcast, tu vois, c'est de vraiment donner une vision un peu différente sur le monde du deuil, tu vois, le deuil, la perte d'un proche, et se dire que chaque deuil est différent, il y a plein de manières de le vivre, il n'y a pas de jugement à avoir en fait, tu vois. Il n'y a absolument pas de jugement à avoir, c'est ton expérience, elle est très personnelle. À titre personnel, je rajouterais bien des trucs, mais là par contre, on va vraiment commencer à être très très long. Mais ouais, faut pas juger. Mais je te remercie beaucoup pour cette sincérité que tu as par le partage de ton expérience. Juste pour aller à peine plus loin. En changeant complètement de sujet, tout à l'heure, tu as dit voilà, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, sur tout ça. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué ? Alors effectivement, il y aurait le livre de Stéphane Alix qui s'appelle Le Test, justement, donc qui permet, que j'ai trouvé très intéressant. Tu peux nous dire, moi je l'ai lu, hein, mais pour ceux qui l'ont pas lu, qui ne connaissent pas ce livre, en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est donc Stéphane Alix en fait qui perd son père et qui décide de tester justement pour savoir si son père est présent autrement, qui décide de placer des objets dans son cercueil et de solliciter des médiums pour établir un contact. Voilà, et savoir si oui ou non ils sont capables de dire quels sont les objets qui ont été placés dans le cercueil. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Là, spontanément, je t'avoue que je suis sûre que j'aurais d'autres lectures à suggérer, mais ça me vient pas comme ça. Tiens, si, quand même, avant que mon père meure, parce que justement, comme je te disais, j'avais cette période de longues années où j'appréhendais sa mort. Il y a 2 livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup aidé. Alors le premier, attends, que je me rappelle du titre... toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. J'ai un doute sur le nom de l'auteur, je pourrais retrouver ça, je me demande si c'est pas Marc Lévy, mais alors vraiment je suis pas sûre de l'auteur. Donc là c'est un père, alors faut que j'essaye de faire attention de pas spoiler, un père qui décède et qui envoie à sa fille alors ça fait quelques années déjà que je l'ai lu, hein. Je crois que c'est une statue ou un robot de lui, ou un clone de lui, et ils partent vivre en fait plein de choses ensemble, en gros tout ce qu'ils n'ont pas fait en fait de son vivant. Il y a quelque chose qui a été créé pour permettre de le vivre. Voilà, après c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, j'avais bien aimé ce livre-là, et puis je vous spoil pas la fin, mais elle est très inattendue. Non. Spoil pas du tout, parce que sinon tu vas pas te faire des copains. Non, je viens de vérifier, c'est bien Marc Lévy qui l'a... Ah, d'accord. Donc vraiment ça, c'était un super livre. Et l'autre qui m'a beaucoup aidé justement à un petit peu relativiser en fait, Les Thanatonautes de Bernard Werber. Pour le coup, qui justement fait allusion à ce qui se passe une fois qu'on meurt en fait. Donc il y a les Thanatonautes en fait dans le livre, ils vivent des expériences en tant que vivants, en fait ils vont explorer la mort. Et pour le coup, j'ai envie de croire que ça se passe comme c'est décrit dans le livre, et ça m'a aidé. Okay. Voilà. Après il y a plein d'autres choses, hein, mais là spontanément comme ça c'est ce qui me vient. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, donc merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose peut-être pour conclure ? Alors rien en particulier, mais je te remercie également parce que témoigner en fait ça a 2 vertus. C'est que je me dis que si je le fais, c'est aussi parce que j'espère que ça pourra aider d'autres personnes dans leur cheminement. Et puis je pense que plus on en parle, en fait ça a un côté thérapeutique aussi, donc plus on en parle et plus ça nous aide aussi à avancer. Donc voilà, c'est témoigner pour qu'il y ait d'autres témoignages en fait, que d'autres personnes libèrent, enfin voilà, c'est important en fait, quand on extériorise, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on sort de soi
toute cette souffrance qu'on peut avoir ressentie, ou toutes les émotions, ça peut être de la colère, de la joie, de la culpabilité, quelles que soient les émotions, le fait, plus vous allez, plus on en parle, plus on les sort de nous, plus justement on se libère de tout ça, et comme tu le disais, on n'oublie pas. Mais en fait, c'est la douleur, c'est les émotions dont on se débarrasse, c'est pas le souvenir, c'est ce qui va avec, en fait, dont on se libère. Donc c'est libérateur pour moi aussi d'en parler. Et si en plus ça peut être utile à d'autres, voilà. Je te remercie aussi. J'en doute pas, parce que voilà, vu la sincérité de ton témoignage à nouveau, ça fait au moins 14 fois que je le dis. Non, merci beaucoup. En tout cas, Sandra, d'avoir accepté de participer, c'est vraiment cool. Merci Teddy. Je pense que ça va aider vraiment beaucoup de personnes. Et voilà, dans tous les cas, moi je remettrai, parce que quand cet épisode-là sera publié, sans doute que ton projet professionnel sera lancé et abouti. Donc je mettrai dans tous les cas les liens sur ton site, sur ton LinkedIn, sur les références des bouquins que tu as parlé. Tout ça sera sur le blog de tranquillité.fr, sur les réseaux sociaux. C'est gentil. Écoute, merci en tout cas. Passe une très très belle fin de journée. Et merci à toi aussi, Teddy. À bientôt. Allez, prends soin de toi. Salut. C'est la fin de cet épisode, alors merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur vos réseaux, cela aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast en vous abonnant à la page tranquillité.fr sur Facebook et Instagram et me rejoindre sur LinkedIn @TeddyBredelet. N'hésitez pas à me faire part également de vos suggestions ou propositions d'invités, ou si vous souhaitez participer à votre podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite bon courage pour ce nouveau confinement, j'espère que vous et vos proches vont bien. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.